Je m'appelle Grégory Fabre, je vais vous parler du congrès du Chaos Computer Club qui a eu lieu donc entre le 26 et le 31 décembre dernier à Leipzig. Qu'est-ce que c'est que ça, le 34C3? Donc c'est le 34e congrès du Chaos Computer Club. Qu'est-ce que c'est que le Chaos Computer Club? C'est le plus vieux club de hackers d'Europe, qui compte un truc comme 5000 membres actifs en Allemagne, un truc comme ça. Il s'amuse beaucoup avec CCC, ça veut dire Chaos Computer Club, ça veut aussi dire Chaos Communication Congress. Donc ça c'est leur congrès annuel, ça veut aussi dire Chaos Communication Camp, qui est le camp d'été qu'ils font tous les 4 ans autour de Berlin en général, où là tout le monde vient avec sa tente et ça dure une semaine. Ça a eu lieu à Leipzig, donc c'est le 34e, hein, ça fait donc 34 ans qu'ils font ça tous les ans. Pendant des années, ça a eu lieu, pendant presque 30 ans, ça a eu lieu à Berlin en fait. Au début c'était un petit club, puis petit à petit ça a grossi, ils ont fait des conférences de plus en plus intéressantes, ça a attiré de plus en plus de gens de l'extérieur. Au départ, c'était vraiment quelque chose pour que les gens de tous les CCC d'Allemagne, puisqu'il y a des clubs un peu partout en Allemagne, se regroupent et se retrouvent une fois par an. Mais finalement, très rapidement, ça s'est ouvert. Ils ont fait des conférences qui ont attiré beaucoup de gens. Ça a eu lieu à Berlin pendant presque 30 ans. À la fin, c'était sur l'Alexanderplatz. C'est la première fois que j'y suis allé. Moi, c'était il y a 8 ans. J'ai fait 4 congrès là-bas. J'y suis allé tous les ans depuis parce que c'est vraiment un truc très sympa en fait. Et c'était dans un lieu qui était devenu trop petit. C'était sur le Congress Center à Alexanderplatz et on pouvait y mettre 2500 personnes. Et en fait, il y avait trop de demandes. Donc ils sont allés à Hambourg, dans un énorme centre des congrès il y a 4 ans, où là tout de suite ils sont passés à 6000 personnes dès la première année, puis 12 000 les années d'après. Donc ils occupaient absolument tout le centre, c'est un truc vraiment gigantesque. Et cette année, le problème c'est que le centre de Hambourg a été détruit parce qu'ils sont en train de le refaire. Et donc il a fallu qu'ils changent encore de lieu, ils sont allés à Leipzig. Voilà, donc c'est un énorme centre de congrès, c'est un truc comme la porte de Versailles, quoi. Voilà, ils occupent à peu près on va dire les 2/3 du centre de congrès. Il y a 15 000 personnes qui viennent là, ça fait vraiment beaucoup de monde, il y a des gens de partout, beaucoup d'Allemands, mais aussi beaucoup de gens de partout dans le monde. Toutes les conférences se tiennent à 80% en anglais, il y en a aussi quelques-unes en allemand, mais qui sont traduites. Alors moi je n'ai pas je ne suis pas allé voir les conférences en allemand, vous m'en excuserez, parce que je ne parle pas du tout allemand. Mais c'est déjà pas mal d'essayer de suivre ce qui s'est passé en anglais. Juste pour info, il y a 15 000 personnes qui sont là et il y a 3 000 bénévoles, parce qu'en fait tout l'événement est bénévole. Tous les speakers, aucun speaker n'est payé, ils sont juste défrayés, leurs voyages sont payés et leur hôtel. Mais autrement, tout le monde est bénévole et ce qu'on paie avec le ticket, ça va coûter 100 €. En fait, c'est l'allocation du centre. Et le centre, après, il y a 3000 bénévoles qui agissent sur le congrès. Ça fait vraiment beaucoup de monde. Ils sont très forts, les Allemands, pour faire des événements autogérés comme ça. C'est un truc assez incroyable à voir. Moi, ça fait 2-3 ans que je suis bénévole. Cette année, j'ai fait des sous-titres. Voilà, c'est une expérience assez rigolote à faire, de participer à ce grand truc. Tous les ans, il y a un motto. Et cette année, c'était Tuat, qui est la contraction de Tu etwas, fait quelque chose en allemand. Voilà, c'est du nom d'un rassemblement qui a réuni à Berlin en 81 un groupe de fondus d'ordinateurs. Alors, il n'y a pas que des conférences sur la technique, il y en a quand même beaucoup, hein, parce que c'est un club de hackers au départ. Moi, je ne vais vous présenter que des événements techniques, bien sûr, ici. Mais il y a aussi de l'art, des conférences sur l'histoire de l'Internet, sur les vieux BBS, sur des vieux jeux vidéo, l'écologie, enfin plein de trucs, quoi. Voilà. La tonalité générale cette année était quand même assez technique et très hardware. Alors, je vais vous présenter en gros 5 conférences rapidement.
Après, je vais vous parler de quelques autres conférences qui étaient intéressantes aussi. Évidemment, c'est compliqué de résumer, parce qu'il doit y avoir 300 conférences, je pense, en 4 jours, donc c'est un truc quand même assez énorme. Donc j'ai essayé de prendre celles qui m'ont intéressé le plus, qui m'ont semblé les plus intéressantes à présenter ici. Alors d'abord, un truc un peu rigolo, c'est des gens qui ont cassé donc, des robots aspirateurs. Les aspirateurs robots, je ne sais pas, vous en avez peut-être déjà vu, ces trucs ronds comme ça qui se baladent. Donc qui sont très bon marché, qui coûtent genre 50 $, et il y en a 50 millions dans le monde. Donc c'est des Xiaomi. Excusez mon chinois. Donc ils se connectent directement au cloud en fait. Voilà le principe de l'écosystème Xiaomi. Ensuite on peut discuter, on peut les commander via un téléphone. Alors, les premiers réflexes d'attaque n'ont pas bien fonctionné. Il s'est demandé comment est-ce qu'on peut faire pour, alors peut-être un accès hardware, parce qu'il y avait un port micro USB, un port série, voilà. Il a essayé de faire un port scan, il a essayé de sniffer le trafic réseau. Et puis, il s'est dit qu'il allait faire autrement, donc il a pris de l'aluminium et une pince électrique. Et il a fait en fait tomber le processeur en mode fallback. Et donc ça lui a permis de lire la mémoire, MMC et ensuite de la reflasher. Donc il a complètement en fait routé le truc. Il s'est aperçu qu'il y avait tout un tas de données assez marrantes là-dedans, notamment des logs d'utilisation. Les logs d'utilisation qui sont envoyés sur le cloud en fait. Voilà. Il s'est aperçu qu'on pouvait faire, alors le robot ne le fait pas tout le temps, mais qui peut faire un TCP/dump du réseau et qui crée aussi des cartes des appartements. Ça c'est une information qui est sortie il y a quelques mois, je ne sais pas si vous vous rappelez. Voilà. Bon, alors les cartes ne sont pas automatiquement envoyées sur le cloud, mais elles peuvent être envoyées sur demande. Voilà, donc en fait, il a trouvé la méthode pour mettre à jour le robot. Donc il a trouvé ce truc-là, voilà. Et donc ça lui a permis de le router en fait à distance. Donc pas uniquement physiquement avec la pince qu'il avait au départ, mais donc à distance. Donc il a reconstruit un firmware. Ce qui lui permet d'envoyer la commande de remise à jour du robot et où il fait pointer en fait la mise à jour vers son propre serveur HTTP. Voilà. Donc en gros, il a complètement cassé le robot et il en fait exactement ce qu'il veut. Voilà, il peut faire ça à distance. Ok, je vais passer à la conf d'après. C'était une conf sur l'Intel Management Engine. Alors je suppose que vous en avez déjà entendu parler. Donc c'est un truc pas très documenté d'Intel avec un firmware propriétaire qui a le contrôle sur absolument tout l'ordinateur, qui a un accès de très bas niveau à tous les éléments en fait, tous les éléments. Il est capable de Hardware Capabilities for Interception of User Activity, donc de voir tout ce qui se passe. Et alors, ouais, c'est ça. Donc, il a son propre processeur indépendant en 32 bits. Il se fait tourner un Minix, en fait. C'est quelque chose qui est sorti il n'y a pas très longtemps non plus. L'auteur de Minix était très content de l'apprendre. Il y a une Java machine, une machine Java incluse. Il interagit avec tous les éléments physiques. Et il est capable de jouer, d'être exécuté, même quand le CPU est éteint. Power down en tout cas. Pas éteint, mais power down, en mode M3. Alors, ensuite, donc il nous expliquait un petit peu ce que c'était JTAG. C'est une norme IE
Standard Test Access Port and Boundary Scan Architecture, qui était normalisé en 90, qui est un mécanisme de debug en fait, du CPU. On peut passer en mode JTAG de debug sur JTAG juste après le reset du CPU. Donc il y a un papier de Maxime Goriachi, Maximolab sur ce sujet. Et donc, des chercheurs ont découvert une vulnérabilité qui permet de faire exécuter du code non signé à distance. Et elle peut être utilisée pour activer le debugging JTAG pour le management engine. Et donc, ça permet de le faire via USB, directement. Donc en gros, l'idée est, voilà, c'est décrit là. Hein. Il arrive à prendre totalement contrôle en fait du AMI et qui n'est donc plus du tout une boîte noire. Donc en gros, ce qui finit par résumer, c'est que il a réussi à activer, donc c'est our achievement so far, c'est là où il est arrivé. Donc il arrivait à activer JTAG, à donc faire un dump du starter code. Alors ça c'est quoi? Complete of code. Donc il a réussi à... Il a retrouvé en fait tout le code source de ME11 et à extraire les clés de la plateforme. Donc ça veut dire que le hack de Management Engine est quand même assez avancé, quoi. Voilà. Ok, je vais passer à la conf d'après. Alors ça c'était vraiment rigolo. C'était sur un exploit Cisco qui est iOS qui est sorti il y a quelques temps. Donc c'est un pentester de Kaspersky qui fait ça sur son temps en plus. Il avait présenté le premier trou à DEF CON et cette fois il montre comment l'exploiter. Donc là il a, pendant toute la conf, à partir du trou, il va utiliser un trou SLMP, il déroule toute la procédure pour casser le routeur. Voilà, donc là c'est toutes les vulnérabilités qui ont déjà été annoncées sur iOS. Et lui, il va démontrer, il va créer un exploit à partir de la vulnérabilité SNMP. Donc ça c'est les références. Voilà. Donc, ça c'est la description un petit peu du routeur qui sera sa cible. Il est très commun sur le réseau. Alors il n'est plus supporté par Cisco. La dernière mise à jour date de novembre 2016, alors que le SNMP Overflow date de 2017. Et Shodan en trouve sur le réseau 3313. Donc ça fait quand même pas mal. Donc il commence par faire un get SNMP sur la communauté. Donc je attire votre attention sur le fait que c'est toujours la communauté SNMP publique et par défaut qui a été laissée là, qu'on peut faire directement avec un utilitaire Linux comme SNMP get. Et donc il cherche à faire tomber le routeur, à le faire crasher en fait. Donc il part sur 9 Management Information Base qui sont vulnérables. Et ensuite il utilise CAPI en fait pour... il crée un identificateur d'objet valide qui référence le champ de description. Il ajoute des lettres A. Et là on voit pas bien, mais il y a tout un tas de A en fait qui sont là en ASCII. C'est le 65 en ASCII. Il crée un paquet IP, un paquet UDP, un paquet SLMP, puis il le fait cracher. Boum.
Et après, c'est comment va-t-il faire pour faire du fuzzing. Donc il dump le firmware, il unpack avec Beanwalk, il le charge dans IDA Pro, puis il se connecte en debug via le port console. Alors je ne vais pas vous faire la définition technique, mais vous voyez un petit peu l'idée. Si vous voulez suivre, avoir toute la reconstitution, allez voir la conf. Mais il démontre, lui, et il explique tout. Et à la fin, voilà, donc il lance son petit script Python. Là, il écrit du code shell directement dans la mémoire et il rentre en telnet sur le routeur. Voilà. Donc en gros, il décrit la création de l'exploit à partir du bug SNMP, vraiment from scratch. C'est assez impressionnant à voir en fait. Voilà, je vais passer à la diapositive suivante, à la conf suivante. Alors c'est une conf qui était sur les attaques sur les Trusted Execution Environment. Moi sur la précédente. Ouais. Est-ce qu'il a dit qu'il s'était inspiré de travaux quelconques ou... Ouais, il a cité le nom du trou en fait qu'il a exploité, qui est un bug SNMP qu'il avait démontré à DEFCON. C'est lui qui l'avait démontré. Parce que Synactive, il y a 2 ans, des rump, en cherchant à utiliser la fonctionnalité 802.1x de matériel Cisco toujours, ils ont fait planter le matos. Et donc pour comprendre, ils ont débugué. Et à force de débugger, ils ont trouvé une backdoor dans une communauté SNMP, donc pour tout ce qui n'était pas public, Ouais. qui permettait de prendre le contrôle total de l'équipement. D'accord. Et comme c'était sur SNMP aussi, ça me fait dire que potentiellement sur SNMP, il y a quand même encore beaucoup de choses à voir sur nos switches et core routeurs. Ouais, ça c'est clair. Enfin bon, l'idée c'est qu'il faut quand même essayer de les mettre à jour régulièrement, hein, et puis de ne pas garder les communautés par défaut. Et si vous avez plusieurs routeurs sur Internet, pas avoir la même communauté partout, parce que s'il y en a une qui est découverte un jour, après ça peut servir. Donc là, ça c'est une conférence très marrante sur une espèce d'état de l'art des attaques sur les micro-architectures en trusted, enfin en environnement, en trusted environnement, je ne sais plus comment on dit en français. Évidemment, ça répond très bien aux 2 grosses vulnérabilités qui sont sorties ces jours-ci. C'était avant l'annonce officielle, donc ça ne fait pas directement référence à ces vulnérabilités-là. D'ailleurs, le type qui a présenté ça n'est pas crédité dans ceux qui les ont trouvés. Mais on est quand même dans des environnements à peu près similaires. Il y a des choses qui ne sont pas exactement les mêmes. Ce qui démontre là est moins violent que Meltdown et Spectre. Mais vous allez voir, c'est quand même assez intéressant. Moi, c'est une des confs qui m'a le plus intéressé. Elle est très technique, elle est très bas niveau, mais elle est très marrante, quoi. Donc il explique un petit peu au départ où on en est de la sécurité des processeurs. C'est la vision classique. Beaucoup d'attaques essaient d'atteindre le niveau 0 depuis le niveau 3. On a des niveaux, on a inventé des niveaux avant en fait pour toujours contrôler et avoir un niveau de plus de contrôle. Donc Intel a introduit aussi une enclave sécurisée dans le userland qui s'appelle SGX. C'est une sandbox, par exemple pour gérer des DRM ou des clés. Bon. Mais à ce moment-là, c'est drôle parce que l'attaquant peut être dans le niveau 0 et attaquer le niveau 3, ce qui est un peu l'inverse en fait, des attaques qu'on voyait d'habitude, qu'on voyait avant. Ça, c'est la même architecture pour les microprocesseurs ARM. On a le Secure World en jaune et le Non-Secure World en bleu. Et là aussi, on peut essayer de l'attaquer depuis le noyau. Donc la question, c'est est-ce qu'on peut utiliser ces modes privilégiés pour accéder à des zones protégées? Donc là, pour ça, il va utiliser plusieurs articles de recherche, des choses qui ont déjà été publiées. Et il va montrer comment ils les utilisent successivement ensemble.
et ce qu'il fait avec. Les noms des auteurs des articles sont systématiquement écrits en haut à droite. Donc là, il part de... La première, c'est corkscrew. Donc c'est... qui change les paramètres de gestion de l'énergie et qui permet d'engendrer des page faults depuis le noyau. C'est une attaque active et alors pour info, elle est référencée, ce papier-là est référencé dans Spectre. Dans le papier de Spectre parle de cette attaque-là. Ensuite, il parle d'attaques passives, notamment des side channel attacks. Et il dit que, en gros, la réponse d'Intel à ces attaques-là, la réponse officielle, c'est SGX does not defend against this adversary. Donc Intel se défausse en fait sur ce sujet-là. Ok, donc ça c'est une... Ensuite, il explique un petit peu ce que c'est qu'une attaque de cache. Donc je ne sais pas si tout le monde est familier avec ça. Moi, je ne l'étais pas parfaitement, donc je vais en reparler un tout petit peu. Donc on a un attaquant et une victime qui utilisent le même cache. Cela peut être deux machines virtuelles sur le même processeur, par exemple. Donc l'attaquant fait un flush du cache. Hein, donc ça c'est une attaque qui s'appelle flush and reload. Puis il essaie de lire une cellule mémoire. Donc là on a la mémoire en fait à gauche et le cache à droite. Et dans toute la présentation, en fait, le cache est câblé près de la mémoire. Donc, en fait, on peut lire, si une cellule de la mémoire utilise du cache, ce sera une cellule dans la même ligne horizontale. Bon, alors, donc, il essaie de lire une cellule mémoire, la 0. Et si la réponse vient lentement, donc, ça veut dire qu'elle n'était pas dans le cache. Ce qui est normal puisqu'il a flushé. Puis, il essaie de lire la ligne 1. La cellule 1, et là il se rend compte qu'elle arrive rapidement, et donc que la victime y a accédé pendant cette courte période de temps. Puis il répète l'attaque de nombreuses fois. Donc ça suppose que l'attaquant et la victime partagent la même mémoire. Donc c'est le même principe que Meltdown. C'est aussi utilisé dans Spectre. Voilà, et d'ailleurs le papier là, Yarom and Falkner, est référencé dans les deux. C'est pas que des attaques de cache, c'est surtout ce qu'on appelle les timing attaques, puisque justement tu mesures le temps. Oui. Et c'était beaucoup utilisé en crypto, un peu en réseau, et ça a été remis au bout du jour. Bah ouais. Effectivement, ça se fait sur le cache, mais celle-là, c'est une flash and reload en fait. Spectre et Meltdown appuient sur le fait que c'est des timing attaques, puisque tu mesures le temps. Ouais, oui, c'est ça. Alors, une autre attaque qui s'appelle Prime and Probe, qui permet d'inférer la même information sur des portions de mémoire non partagées, hein, puisque là, on a l'attaquant et la victime qui ne partagent pas la même mémoire. Alors, avec ces attaques en fait, de cache, on sait où la victime regarde, mais on ne sait pas ce qu'elle regarde. Voilà. Et ce qu'elle regarde, on ne sait pas ce qu'elle, pardon, on sait ce qu'elle regarde, dans quelle mémoire elle regarde, mais on ne sait pas ce qu'elle voit, ce qu'il y a dans la case mémoire. Et ça, en revanche, ce n'est pas le cas avec Meltdown. Alors ensuite, il fait un truc assez marrant, donc il retrace l'utilisation de la mémoire dans le temps. Hein, donc là, on a des ensembles de données et on a le temps qui passe comme ça. Et il s'aperçoit, en fait, qu'il voit apparaître des motifs réguliers dans son petit dessin. Et sur un chiffrement AES, par exemple, s'il compare deux chiffrements avec deux clés différentes, mais avec le même code, alors il voit que là, seule la clé a changé. Tout le reste est identique, en fait. Et donc, ça lui permet d'identifier la position de la clé en mémoire. Ensuite, il définit la puissance d'une attaque de cache, en fait. C'est-à-dire une résolution spatiale, c'est-à-dire déterminer où est la donnée. Une résolution temporelle, c'est-à-dire la durée pendant laquelle on accède à la donnée. Et le bruit, c'est-à-dire la précision.
Donc ça lui donne trois variables pour qualifier en fait les attaques de cache. Alors là, il parle d'une autre attaque qui s'appelle Control Channel Attacks sur SGX. Bon, alors je vois que le temps avance, donc je vais passer un tout petit peu vite. Mais en gros, il dit qu'il y a une résolution spatiale assez mauvaise, une résolution temporelle moyenne et absolument aucun bruit. Alors il parle ensuite de cache zoom, qui est une prime and probe, comme on a vu tout à l'heure, sur un cache L1. Et donc on voit ce que voit l'enclave. Mais elle pourrait aussi être utilisée sur le cache d'instruction. Et ça, c'est un truc qui, je ne m'abuse, est dans Spectre. Voilà, bon. Oui, le L1, oui. Voilà. C'est qu'il la rend très puissante. Et là, la résolution spatiale est moyenne, mais temporelle et le bruit sont très très bons. Et enfin, l'attaque True Spy, qui peut être utilisée sans être dans le noyau. Oui, et en fait, il n'y a pas des très bonnes caractéristiques, mais en fait, il trouve un moyen d'améliorer en la relançant d'un autre cœur de processeur et en la répétant. Et donc, il améliore la résolution temporelle. Et il trouve ensuite un autre moyen de l'améliorer, ce qui fait que, en fait, il rend Trust Zone très bonne. Alors ensuite, il part de l'attaque Branch Shadowing, qui a de très très bonnes capacités. Et ensuite, il nous explique qu'il a écrit un outil pour lancer toutes ces attaques-là et avoir les résultats directement, notamment des résultats graphiques. Et évidemment, cet outil est public et est publié. Alors ensuite, il parle de quelques contre-mesures pour essayer d'éviter tout ça. Voilà, donc par exemple, utiliser du hardware séparé pour l'environnement de contrôle, ce que dit Apple fait sur les processeurs récents. Et ensuite, il dit qu'il faut essayer d'adapter ces logiciels à ce genre d'attaque en fait. Donc il propose d'utiliser l'outil qu'il publie pour tester son propre code. Oui, alors il y a quand même une petite phrase rigolote à la fin, c'est que on lui demande dans les questions « Avez-vous un exemple précis de barrière que vous avez rompu ?» Et il répond avec un œil malicieux « Not that I am announcing at this time ». Ça veut dire qu'il a déjà cassé des trucs, mais qu'il ne souhaite pas encore les annoncer. Bon alors évidemment avec Meltdown et Spectre 5 jours après, c'est sûr que ça a moins d'impact, mais quand même, on sent que le type est allé assez loin. Alors après, comme tous les ans, il y avait une petite conférence sur les SCADA. Donc elle était vraiment assez sympa. Donc j'ai pensé que c'était pas mal de vous en parler un peu. Juste une précision, il parle dans tous les matériels dont il parle, il ne travaille que sur les firmwares les plus récents. Alors un peu de terminologie, pour ceux qui ne connaissent pas, ICS c'est tout le système, hein, y compris la supervision. SCADA, c'est tout le centre de commande. PLC, c'est Programmable Logic Controller. C'est un peu comme un Arduino, mais industriel. Et le RTU, c'est Remote Terminal Unit. C'est un peu comme un PLC, mais qu'on contrôle à distance. Alors on dit souvent que ces périphériques sont sur un réseau isolé, mais il faut savoir qu'ils communiquent souvent par Wi-Fi, par GSM, voire même par GPS, qui n'est pas considéré par l'orateur comme sécurisé pour faire du critique. On peut les rechercher par Shodan. Parfois, ils permettent directement d'entrer sur le réseau SCADA. Et ça, il dit qu'en fait, il ne faut pas le faire. Hein, voilà. C'est possible, mais qu'il ne faut pas le faire. Voilà. Donc il va nous parler un petit peu du Moxa W2150A. Donc voilà, il y a tous les éléments qu'il y a sur ce truc, plusieurs ports réseau.
c'est recommandé pour connecter les PLC, etc. Les sensors à un LAN. Le firmware est téléchargeable. Et on peut l'acheter sur eBay. Donc il a trouvé comment ouvrir un vieux firmware non chiffré avec Beanwalk. Et il trouve dans les symboles un lib update firmware et un firmware decrypt. Puis il trouve la méthode d'obfuscation des clés AES. Donc voilà, décompilé. Donc il la réimplémente en C. Et hop, du coup, il trouve la clé. Et donc il déchiffre le firmware le plus récent et il l'a en clair avec tout son contenu. Voilà, tranquille. Parallèlement, il a trouvé un port console série sur le périphérique avec lequel il suffit de taper entrée pour être route, un peu comme sous OS X. Évidemment, il faut un accès physique, mais pour faire des recherches, c'est quand même pratique. Voilà, donc il se demande comment trouver des vulnérabilités là-dedans. Donc il cherche, il voit qu'il y a une interface web, un telnet, un SNMP, une interface série. Et il trouve très vite, par exemple dans l'interface web, du cross-site scripting, un autentif non secure, de quoi faire de l'injection de commandes, un Stack Overflow. Il y a même un 0D pour le web server qui était sorti quelques jours avant. Donc en gros le truc est complètement cassé. Et donc par exemple, il se connecte à l'interface web, et donc on peut faire un ping test depuis l'interface web, et dans l'adresse du ping, il met 127.01-C1.4 etc password, il tape entrée, et boum, voilà, il a tout le etc password du device. Alors ensuite, il fait des trucs un peu plus sérieux, il déclenche un dépassement de pile. Et il fait un script d'exploitation en Python qu'il démontre via le réseau. Donc là, hein, on voit, il fait un Python. Donc là, il n'est plus plugué sur la machine. Hein, c'est directement par Internet ou par le réseau local. Et boum, il obtient un shell root dessus. Alors après, il s'intéresse à ce device-là, un Advantex EKI 1522. Firmware pas chiffré, il le charge dans IDA Pro, il trouve un code qui envoie un mail au reboot, et le tout est configurable dans l'interface web. Il n'y a pas de filtre. Donc ça lui fait une exécution de code. Alors il a aussi une console série. Donc voilà aussi tout ce qu'on peut faire avec, et voilà toutes les vulnérabilités qu'il trouve dans l'interface web. Cross-site scripting, etc. Donc du coup pareil, hein, il les route dessus avec un petit shell en Python très rapidement. Bon voilà, donc je vais accélérer un tout petit peu. Il casse de la même manière en fait encore un autre device, celui-là. Et en résumé, il dit qu'il y a des vulnérabilités dans la plupart des périphériques, qu'il n'y a pas énorme de contre-mesures faciles à trouver, et que les constructeurs répondent très très mal à ces demandes, et globalement, au bout d'un moment, arrêtent de lui répondre en fait. Voilà, donc comment je ne sais pas quel est le mot français pour mitigate, comment empêcher ça en fait. Donc il dit qu'il ne faut jamais faire confiance à la sécurité des devices. Mitigation. Qu'il ne faut jamais les exposer sur Internet et toujours ajouter une ligne de chiffrement devant en fait. Voilà, bon, alors je vais passer rapidement sur quelques autres présentations qu'il y a eu, parce qu'il y en a eu, je vous dis, entre 3 et 400, donc ça fait quand même pas mal de choses. Une présentation géniale sur un système de crédit social en Chine, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce truc-là il y a quelques mois. Donc le type a enquêté. C'est assez hallucinant en fait, c'est mis en place dans quelques villes où par exemple quand quelqu'un traverse au feu rouge, sa photo est prise et ensuite elle est envoyée, elle est affichée sur plein de télé jusqu'à ce que le type soit dénoncé. Et donc ça lui baisse de son crédit social et donc après il est obligé de faire des travaux d'intérêt général.
Et à 0, il meurt, voilà. Je ne sais pas s'il y a un mode hyperviseur ou... Ensuite, il y avait quelque chose qui, une conférence qui essayait de casser les obfuscations de code modernes. J'en ai parlé puisqu'il y avait eu une présentation d'un logiciel qui faisait de l'obfuscation de code ici il y a quelques temps. Et la conférence était assez convaincante. Quelque chose qui démontrait comment la crypto de NotPetya avait été cassée. Un exemple de cassage de WPA2. Une conférence assez rigolote sur des tablettes qui sont mises en vente en Corée du Nord. Et voilà, alors je l'ai vu, bon voilà, je vous conseille d'aller voir ce truc-là, c'est quand même assez rigolo pour rigoler un peu de ce régime bizarre. Une conférence très intéressante sur comment casser l'intelligence artificielle en fait, comment la tromper. Voilà. Comment tromper le deep learning en faisant en fait soi-même une espèce de contre-deep learning. Ça c'était vraiment très rigolo. Une conférence sur des traces sur FreeBSD qui était très intéressante. Voilà, donc ça a été un peu plus compliqué pour moi. Une conférence sur SafetyNet d'Android, juste ce que c'est, comment ça marche. Une autre sur QNX. Encore une conférence sur Intel Management Engine. Et puis la présentation d'Avatar Carré. C'est écrit, donc c'est un framework d'analyse de firmware open source. Ok, bon, ben, j'arrive presque au bout de la présentation. À la fin du congrès, il y a toujours ce qu'on appelle l'infrastructure review, où en fait les mecs qui ont fait le réseau, qui ont monté les serveurs, qui ont monté les bornes Wi-Fi, etc., qui ont interconnecté tout le monde pendant... Parce qu'il faut dire qu'à cette conférence-là, il y a 15 000 personnes en même temps dans 5 ou 6 grandes salles, mais le réseau marche hyper bien. On a tout le temps un Wi-Fi de dingue, et dès qu'on se connecte, il y a des switches partout pour se connecter. Et donc si on veut se connecter sur un switch, on a tout de suite une adresse publique sur le net qui marche avec un débit incroyable. Et donc tous les ans, ils montrent un petit peu comment ils ont fait, et ils décrivent un petit peu ce qui s'est passé. Et là, ça s'appelle l'infrastructure review. Et là, ils se sont aperçus qu'il y avait un petit truc rigolo qui se passait. Parce que vous voyez là, en haut, en vert, il y a le trafic donc sortant en IPv4. Et ça, c'est le trafic en IPv6. Et donc vous voyez qu'il y a en général un petit trafic, mais qu'il y avait des pointes de trafic un peu bizarres en IPv6. Donc ils se sont dit, mais qu'est-ce que c'est que ça Puis ils se sont dit que peut-être quelqu'un... et donc ça, c'est sur une journée en fait. Ils se sont dit, mais on a l'impression que quelqu'un a essayé de nous envoyer un message. Et donc ils se sont aperçus que c'était un code Morse en fait, avec des points et des traits. Et donc un admin s'était amusé. Et ça en fait, ça veut dire en Morse, ça veut dire 34C3. Voilà. Donc il y a un type qui a bien rigolé en faisant ça. Et ils s'en sont aperçus. Et à la conf, le type a pris la parole à la fin pour expliquer que ça l'avait amusé de faire ça. Voilà, merci de votre attention. Je ne sais pas si vous avez quelques questions. Merci beaucoup à Grégory. C'est jamais facile de parler des présentations des autres. Ouais. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Tu n'as pas dit si tu avais rencontré beaucoup de Français cette année, tu as croisé des Français là-bas? Alors il y a pas mal de Français, il y a notamment tous les gens des activistes législatifs de la Quadrature du Net qui forment un petit groupe qui est assez reconnu en fait dans le milieu là-bas et donc qui ont un espace à eux. Voilà, donc en fait ils font un espace qui s'appelle la Tea House et où on peut venir boire du thé gratuitement. Et où pas mal de gens viennent discuter et on retrouve du coup beaucoup de Français là-bas. Voilà. Mais c'est très international, mais voilà, il y a pas mal de Français qui sont autour en fait, de la Quadrature du Net, principalement. Est-ce qu'il y a des questions? En tout cas, moi je vous conseille d'y aller une fois. C'est entre Noël et le jour de l'an, c'est quand même un endroit assez marrant, avec plein de gens marrants, avec lesquels on peut discuter vraiment de beaucoup de choses intéressantes. Et ensuite, il y a plein de confs techniques intéressantes. C'est toujours une bonne mise à jour annuelle.
Voilà. Il n'y a pas de questions sur le CCC? Tout est clair. C'est clair? Merci beaucoup. Bah, Merci. beaucoup.